Bonjour et bienvenue à votre émission Dimanche Politique. Nous recevons pour vous ce 20 juin François de Salbado. Il est le premier vice-président du Parent. Avec lui, les questions de la vie de son parti, de l'insécurité aussi, de l'actualité internationale marquée par le retour de Laurent Gbagbo, ancien président ivoirien dans son pays après 10 ans d'absence, dont une bonne partie passée à la ACPI. François de Salbado, bonjour et bienvenue à Dimanche Politique. Bonjour. Alors, il faut dire que c'est en 2012 que vous avez décidé de vous embarquer dans l'arène politique. Aujourd'hui, quelle satisfaction vous tirez de cet engagement? Bien, alors je voudrais avant toute chose vous remercier de l'occasion que vous me donnez d'échanger avec vous sur une diversité de sujets dans la situation politique nationale, la situation du parent et mon engagement. Alors, c'est vrai que ça fait depuis un certain nombre d'années que je suis plus ou moins absent du pays. Je ne suis pas un acteur très actif au Burkina Faso parce que je suis au niveau de l'Union africaine comme chargé des questions des droits de l'homme et du dialogue politique. Mais plus ou moins, mon séjour à l'extérieur tire vers sa fin. Et c'est pour cela que en tant que militant du parent depuis de longues dates, je prépare donc mon retour sur la scène nationale pour militer activement au sein du parent. Et je pense que c'est toutes ces raisons qui ont poussé le parti à me confier en tout cas ce poste de responsabilité aussi important que celui de vice-président du parti, le temps donc de suivre un peu l'évolution de la chose avant mon retour définitif. Voilà. Alors quand on parle ici de premier vice-président d'un parti politique, concrètement, quelles sont les missions qui vous sont assignées, vu que vous l'avez dit, vous n'êtes pas vraiment fréquent au pays? Voilà, alors la vice-présidence en tant que telle, généralement dans les différentes organisations, que ce soit au niveau de la société civile ou d'autres organisations, c'est un poste plus ou moins qui souvent pose d'énormes problèmes. Parce que généralement, en l'absence du président, c'est le vice-président. Mais dans le cas d'un parti, ou le cas du parent, nous avons jusqu'à 3 vice-présidents, voyez-vous. Nous avons jusqu'à 3 vice-présidents et au sein de l'organisation, de cette organisation, on peut confier, le président peut confier des postes de responsabilité, des tâches particulières à chaque vice-président. Est-ce que vous voyez? Alors, il lui appartient de voir concrètement quelles sont les priorités du pays et en fonction des compétences du vice-président, on peut lui confier une mission particulière. Donc, c'est dernièrement que le bureau exécutif national a été mis en place. À la fin de ce mois, nous aurons une réunion du bureau où, effectivement, au cours de laquelle on va responsabiliser chaque vice-président, en tout cas pour un secteur bien déterminé, pour la relance du parti. Voilà, me semble-t-il, ce que je puis dire brièvement concernant ces postes de vice-présidence. Alors là-dessus, on voit que beaucoup s'engagent en politique. Beaucoup se disent que c'est souvent pour aider dans les affaires. D'autres viennent pour pouvoir être boostés sur leur carrière également. Vous, qu'est-ce que vous avez gagné en vous engageant? Oh, vous savez... durant toute ma carrière professionnelle, moi j'étais toujours un homme engagé. Un homme engagé dans différents domaines et particulièrement le social. Ma satisfaction, c'est le service que je rends. Voyez-vous, j'ai été inspecteur du travail et des lois sociales, j'ai été président de la Commission nationale des droits de l'homme, j'ai été secrétaire national de la Commission épiscopale Justice et Paix. Voyez-vous, alors, j'ai mené une grande activité dans le domaine de l'action civile, les organisations de la société civile également.
après avoir servi pendant un bout de temps au niveau de l'État. Voyez-vous. Alors, toutes ces expériences accumulées me poussent, en tout cas, à un engagement politique, parce que pour moi, l'engagement politique, c'est surtout pour aider, pour servir les autres et non pour se servir. Parce que le travail que moi j'ai accompli, mon travail professionnel me donne suffisamment de satisfaction à telle enseigne que si je m'engage, c'est pour aider les autres. À aller de l'avant, la construction de mon pays, parce qu'il y a des défis énormes à relever, en tout cas, non seulement au niveau du Burkina, mais dans une vision beaucoup plus longue, plus grande, plus large, panafricaine. Notre continent traverse tellement de défis auxquels personne ne doit rester indifférent. C'est tout ça qui pousse à s'engager dans l'action. Non pas pour tirer forcément un profit personnel. Malheureusement, je suis d'accord avec vous que de nos jours, lorsque les gens s'engagent en politique, alors c'est effectivement soit pour un intérêt particulier, personnel, individuel, égoïste. Et c'est pour ça aussi que souvent on rencontre beaucoup de difficultés dans nos différentes organisations, qu'elles soient politiques, qu'elles soient associatives. Justement, vous dites donc pour aider, surtout pour relever pas mal de défis, surtout pour nos différents pays africains. Mais au niveau du parent, on se dirait qu'il y a également des défis à relever. Le parent qui a connu des départs et pas des moindres, notamment de l'ancien président Tahirou Barry et pas mal d'autres leaders. On se dit que certainement cela a dû jouer sur le parti. Pourtant, les élections municipales pointent dans pas mal de temps. Comment est-ce que le parti se prépare ? Bien, alors il faut dire que véritablement, personnellement, à mon fort intérieur, j'ai souffert un peu vraiment de cette difficulté que le parent a traversée ces dernières années. Depuis M. Tahirou Barry, en passant par Michel Béré, jusqu'à l'ère Sango que nous venons en tout cas de vivre. Voilà. Ce sont des... Voyez-vous, le parent a une doctrine que tout le monde connaît. Voyez-vous. Alors, au regard de cette doctrine du parent, il n'est pas du tout agréable de voir des gens qui ont adhéré à cette idéologie, en tout cas, s'entre-déchirer. S'il y a une telle situation, c'est parce qu'on n'a pas encore compris, en tout cas, la vision et la voie que trace le parent. Alors, ces difficultés que nous avons connues, en tout cas, ont donné une image négative du parent. Voyez-vous. Et à telle enseigne que même les élections qui sont passées en 2020, alors le parent est sorti sans aucun député. Voyez-vous. Tout cela est dû à quoi? Ce sont les déchirures internes, les mésententes, la lutte certainement pour des intérêts égoïstes, individualistes, etc., etc. Et là, vous parlez de ceux qui sont partis? Pas forcément, même ceux qui sont là. Voyez-vous. C'est pour cette raison que, avec la relance du parent, avec le nouveau bureau qui a été constitué, alors il est très très important qu'on s'engage pour effectivement, en tout cas, la lutte pour l'intérêt du pays. D'abord, bien entendu, en luttant pour l'intérêt du pays, le bien commun, l'intérêt général. Tôt ou tard, je pense que les choses vont aller. Mais si on doit à l'intérieur du parti se battre pour des questions d'ordre personnel, vraiment, je pense que ça risque d'entraîner le parent vers le déclin définitif. Alors, pour les élections donc à venir, on peut dire qu'après les législatives qui ne sont pas bien passées, on peut le dire ainsi, est-ce que vous craignez pour les municipales également à venir? Je pense qu'avec la mise en place du nouveau bureau, le parent est engagé, en tout cas, à se battre pour les municipales. Pour ma part, je n'y prendrai pas part, mais j'apporterai, en tout cas, que ce soit étant ici ou à l'extérieur, en tout cas mon soutien total
en tout cas à tous ceux qui vont s'engager comme candidats. En tout cas, voilà. Ça veut dire qu'il y a un grand défi. Le grand défi du parent, c'est reconquérir, redorer son image, voir concrètement qu'est-ce qui ne va pas. Et je pense que l'occasion a été donnée au cours du congrès, du dernier congrès, aux parents de faire l'état de lieu, de faire le bilan et de tirer les grandes leçons pour sa relance. Et je pense que, faut d'ailleurs, pour ma part, j'estime que ce n'est pas du tout extraordinaire. Et ce n'est pas aussi malheureux que ça. Voyez-vous, dans la vie d'un être humain, que ce soit un être humain, une organisation sociale, il y a des hauts, il y a des bas. Mais l'essentiel, c'est que lorsque on tombe, qu'on ne reste pas couché, que l'on se relève. Les échecs doivent servir de leçon, en tout cas aux militants, pour pouvoir se relancer. C'est ça l'intérêt. Donc un échec, par exemple, n'est pas du tout, en tout cas, une mauvaise chose. Vous avez parlé du récent congrès donc, de votre parti, congrès qui a porté donc, à la tête du parti, vous l'avez tantôt souligné, Sango d'ailleurs. Sango qui, lui, à un moment donné, le sentait apparemment en retrait. Aujourd'hui, il revient prendre la tête. Ça dit qu'il n'y avait pas d'autres personnes, d'autres personnalités capables de porter la tête du parti que celui-là qui apparemment s'était mis en dehors du parti lorsque Tahirou Barry était à la tête. Oui, alors personnellement, je ne sais pas si c'est parce que Tahirou Barry était président du parti que Sango s'était mis à l'écart. Je ne connais pas les problèmes personnels qui existent entre Sango et Barry, mais je pense également qu'à une époque, Sango était membre de la CENI. Il était commissaire à la CENI. Et pour ma part, je pense que si on appartient à une institution telle que la CENI ou une autre institution, en tout cas publique, il est très très difficile d'être toujours engagé de façon active dans un parti politique. Pour ma part, si c'est parce que Sango est resté plus ou moins absent parce que membre commissaire de la CENI considère cela comme s'étant mis à l'écart, je n'en sais rien. Mais j'estime qu'il est là, il est toujours là, et il est plus engagé qu'avant. Voilà. Et je pense que c'est pour toutes ces raisons qu'on lui a confié la tête du parti. Ça veut dire que si on le lui a confié, c'est qu'il le mérite. Et ça aussi, dans le militantisme aussi, il faut être vraiment plus ou moins ouvert, quoi. Alors, quelqu'un peut militer de façon active à un certain moment, baisser les bras pendant un autre moment, et puis voilà, c'est la vie comme ça. Alors, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un de baisser les bras à un certain moment. Ça peut être dû à un certain nombre, soit de frustration interne, soit de visions qui ne conviennent pas, mais toujours, on est membre en attendant des opportunités meilleures pour plus d'engagement. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors vous avez tantôt parlé justement du fait que vous soyez engagé à l'extérieur au niveau de l'Union africaine et autres, ce qui fait que vous n'êtes pas vraiment actif. Mais là, vous préparez votre grand retour. Quel grand retour vous faites cas? Grand retour, c'est exagéré. C'est le terme employé tantôt. Grand retour, c'est exagéré. C'est comme si mon retour allait constituer vraiment un retour à la Gbagbo. Non. Pourtant, c'était votre expression il y a quelques instants de cela. Comme vous voulez faire allusion en parlant de grand retour. Voilà, j'ai parlé de mon retour. Je ne sais pas si j'ai ajouté grand. Si je l'ai ajouté, tant mieux. Dans tous les cas, il faut avoir toujours des ambitions. Voilà. Quand je parle de grand, effectivement, c'est en tout cas l'engagement, l'investissement que je compte donner entièrement au parti. Est-ce que vous voyez? C'est dans ce sens. Voyez-vous, j'ai dit tantôt, voyez-vous, même quand j'étais ici avant d'aller à l'extérieur, j'ai toujours été militant du parent, mais quand j'étais là, un certain nombre de responsabilités ont fait que vraiment, je n'étais pas très, très engagé. Parce que quand j'étais président de la Commission nationale des droits de l'homme, voilà, une telle institution, voilà, on ne peut pas occuper ce poste et être vraiment un militant actif dans un parti politique. Vraiment, ça sera
très très mal vu. J'étais le secrétaire national de la commission épiscopale Justice et Paix, cumulativement avec la présidente de la CNDH. Ça aussi, c'était un poste où vraiment je ne pouvais pas m'engager de façon active. Mais maintenant, je suis en train de me libérer progressivement et je pense que j'aurai beaucoup plus de temps, beaucoup plus de disponibilité pour m'engager à soutenir, à agir dans le sens du parent. Voilà un peu, mon cher ami. Alors, Laurent Badot, donc aujourd'hui, qui lui, on peut le dire, se met lui en retrait au profit donc du nouveau président du parti. Pensez-vous réellement que le parent puisse continuer à donner du tonus sans Laurent Badot? Oui, ben ça c'est le défi de la jeune génération. Voilà. Ce que vous venez de dire, c'est le défi que doit relever le nouveau bureau exécutif qui a été mis en place. Voilà. Donc alors, Laurent Badot, il a fait son œuvre, il a fait son travail, il a laissé un héritage. Il appartient à la jeune génération, voilà, de poursuivre son œuvre et en faisant mieux que lui. Voilà. Et c'est ce que nous pensons faire. Alors, on parlait donc de l'actualité nationale. On va continuer cette lancée avec l'insécurité. Le Burkina Faso qui vit depuis 2015 des attaques terroristes. Or, la solution a été annoncée. Et finalement, jusqu'à présent, côté sécuritaire, les choses semblent ne pas bouger ou dans le bon sens. Qu'est-ce qui cloche selon vous? Beaucoup de choses. Lorsqu'on parle de l'insécurité et des victimes innocentes qui sont engendrées par cette situation, cela me touche à un double point de vue. Un double point de vue parce que je suis actuellement en Centrafrique où ce pays également connaît, en tout cas, l'insécurité créée par les groupes armés et qui fait également des victimes. Et pendant que nous vivons cette situation en Centrafrique, dans mon propre pays, au Burkina Faso, voilà, c'est dire que nous qui sommes à l'extérieur et l'ensemble de la communauté burkinabé qui vit en Centrafrique et qui travaille là-bas, que ce soit dans les missions onusiennes, etc., nous vivons douloureusement et nous suivons de près la situation. Il faut dire que ce n'est pas uniquement le Burkina Faso qui vit cela. Et les solutions sont extrêmement difficiles. Voyez-vous, quand vous lisez la presse, chacun y va. Et je pense que le gouvernement, en tout cas, s'est engagé et a pris des mesures pour faire en sorte que ce terrorisme-là, ces terroristes soient mis, en tout cas, hors d'état de nuire. C'est vrai que la lutte sera de longue haleine. Je prends par exemple le cas, parce qu'il faudra une solidarité nationale. Nous avons nos forces de défense et de sécurité qui sont là. En plus de ça, on a créé, en tout cas, les volontaires pour la défense de la patrie. Mais au-delà de ça, il faudra qu'il y ait toute la communauté qui soit mobilisée. Moi, je suis là, mais je n'ai pas eu le sentiment que, en tout cas, le terrorisme, je n'ai pas eu le sentiment que les Burkinabés ordinaires se sentent vraiment préoccupés par ça. C'est quand on entend tuer les gens, on dit là-bas, là-bas, là-bas. Alors on décrète des deuils, etc., etc. Mais je pense qu'il nous faut beaucoup plus que ça. Plus que ça, c'est-à-dire? Beaucoup plus d'unité, beaucoup plus de mobilisation du peuple en soutien à nos forces de défense et de sécurité et toutes les personnes qui sont engagées collectivement. Alors, parce que moi j'ai vu un peu la mobilisation par rapport à la contribution contre la lutte contre la pandémie du Covid. Personnellement, quand j'ai vu, il y a eu beaucoup plus de mobilisation en matière de dons, de financement.
par rapport au Covid que par rapport au terrorisme qui constitue, par contre, un fléau qui menace, en tout cas, l'existence même du pays. Mais est-ce que là, n'est pas parce que les autorités ont su donner le ton à travers un certain nombre de mesures qui étaient assez visibles et effectivement en appelaient à la solidarité, contrairement au terrorisme? Et là, c'est ce que je déplore. Parce qu'il aurait fallu prendre des mesures plus dans la lutte contre le terrorisme que par rapport à la Covid. Est-ce que vous pensez qu'il y a cette manque de volonté aussi de la part des autorités, comme certains l'affirment? Manque de volonté, je ne suis pas dans la tête, mais nous sommes des observateurs. Et selon vos observations? Selon nous, nos observations, nous estimons qu'on peut faire davantage dans la lutte contre le terrorisme, en y mettant non seulement les moyens, en créant une cohésion, une unité nationale autour de ça, et non, en tout cas, vraiment avoir ces sentiments comme si c'est ailleurs que ça se passe et non à Ouagadougou. Nous devons avoir cette sensibilité. Ce qui se passe au Sahel là-bas nous concerne. Mais j'ai le sentiment que nous sommes en deuil permanent ici. C'est le deuil permanent, voyez-vous. Et je pense qu'on doit mobiliser davantage les énergies, mettre en place d'autres stratégies pour engager tout le monde dans la lutte contre ce terrorisme. Sinon, vraiment, parfois on dit, il y a le terme qu'on emploie pour dire que c'est une guerre qui nous est imposée. Une guerre qui nous est imposée. Moi, j'estime que personnellement, nous pouvons mieux nous organiser. En Centrafrique également, c'est pratiquement la même chose. Nous avons ces forces extérieures qui viennent pour nous appuyer. Et la plupart du temps, alors, c'est comme si nous confions notre sort à ces forces de défense extérieures sans une prise de conscience, sans une organisation interne pour que nous puissions faire face à ce fléau. Il est important que nous réfléchissions justement à cette nouvelle stratégie interne, endogène, pour lutter contre ces terroristes-là. Et c'est à cela que moi j'invite à la réflexion. Nous sommes prêts. Nous, en tout cas, à Centrafrique, par rapport au terrorisme, on a mobilisé des ressources pour contribuer. Par contre, au Covid, là, nous n'avons pas agi dans ce sens. Parce que ce fléau-là, le terrorisme, c'est ça qui mine notre existence en tant que pays. Ça menace notre existence en tant que pays. Et j'ai peur. Vous avez peur, vous avez tantôt parlé des forces étrangères. Du côté des pays du G5 Sahel, il y a la force Barkhane qui appuie. Il dit appuie parce que là, le président Emmanuel Macron a annoncé la fin de cette opération Barkhane. Ce n'est pas encore effectif. Au profit de la force Tabourka, si je ne me trompe pas. Vous parlez des forces étrangères, mais vous êtes un peu sceptique apparemment. Oui, nous avons toujours été sceptiques. Nous ne pouvons pas confier notre sécurité à un autre pays. Voilà, c'est tout. Nous ne pouvons pas confier notre sortie, notre sécurité nationale. On ne peut pas faire entièrement confiance. Comptons sur nous-mêmes d'abord. Mais est-ce que vous pensez que réellement ces pays ont vraiment de quoi faire face à cette menace terroriste? Et quel pays? Nos pays à nous. Les pays confrontés actuellement aux attaques terroristes. Voyez-vous, c'est surtout là que la question est très très intéressante. Voyez-vous, quand vous lisez la presse, quand vous suivez, vous revisitez un peu l'histoire, comment est né le terrorisme? Comment se fait-il que du jour au lendemain, le Mali, le Niger, la Centrafrique et bien d'autres pays soient dans cette situation? Tout le monde fait référence à la situation qui s'est passée, à la destruction de la Libye. Qui a fait ça? Qui a détruit, qui a déstabilisé la Libye? Voyez-vous. Alors, feu
Déby Itno, le président du Tchad, a dit un certain nombre de vérités qu'il nous appartient à nous, Africains, en tout cas, de ressasser. Et ça peut nous aider à voir concrètement comment se fait-il que ceux-là qui sont venus en quelque sorte allumer le feu viennent en même temps par la suite se présenter comme les sapeurs-pompiers. Voyez-vous. Alors, donc pour nous, il nous appartient de réfléchir beaucoup à ces questions. Moi, je suis également dans le sens, je travaille également avec les organisations internationales humanitaires. Souvent, le débat se pose. Pourquoi se fait-il qu'il y a tellement d'organisations humanitaires dans nos pays? Est-ce que les organisations humanitaires constituent véritablement des moyens, des instruments de développement de nos pays? J'ai dit non. Ils sont là pour des urgences, c'est pour, en quelque sorte, panser les plaies du fait de ceci et de cela. Concrètement, quand on regarde très très bien, d'où viennent ces organisations humanitaires? Ce sont les mêmes pays qui sont à la base de la destitution de nos pays. Vous allez en Centrafrique, ils sont pleins. Des milliers d'ONG qui sont là. Il faut y réfléchir. Alors, donc le fond du problème se trouve ailleurs. Et pour vous, ces organisations humanitaires, en dehors d'aider concrètement la population, quel pourrait être le but? C'est pour dire en fait cette politique d'hypocrisie dans laquelle nous baignons tous. Voilà. Détruire pour ensuite venir aider. Voilà. C'est bien dommage. Et nous, Africains, effectivement, États africains, dans le cadre de l'organisation de l'Union africaine, dans le cadre de nos organisations sous-régionales, dans le cadre de... Voilà. Il nous faut véritablement repenser, en tout cas, toutes nos politiques. Voyez-vous, quand j'entends dire effectivement que, voilà, on est derrière la France, on est derrière la Russie, ouais, à l'heure actuelle, là, c'est un peu ça, hein? Lisez les réseaux sociaux, lisez tous les commentaires par rapport. Derrière, voilà. Or, les États africains, ce sont les États, disons, l'Afrique, c'est le continent le plus riche. C'est là où il y a les ressources. Et c'est là que les pays tels que l'Union, la France justement, viennent mener bataille pour l'exploitation de nos ressources à notre propre détriment. Alors vous écoutez, il y a ceux-là aujourd'hui, on voit au niveau du Mali, les pays du 5 Sahel, pas mal d'organisations de la jeunesse qui effectivement disent non à un tel au profit d'un tel. Oui. Pour vous, finalement, c'est pareil. Déshabiller Pierre pour habiller Paul. Alors, ça veut dire que tous ces mouvements sont des mouvements très très importants auxquels il faut donner une grande importance et accorder beaucoup d'attention. Parce qu'ils sont plus ou moins conscients de la situation de l'Afrique et ils sont en train de se réveiller. Et il est important que nos chefs d'État prennent leurs responsabilités par rapport à cette situation. Parce que les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. La France, on a besoin de la France, mais en tant que partenaire égaux. On a besoin de la Russie. On a besoin d'autres pays. Nous sommes dans un monde où la solidarité doit régner. Et en ce qui concerne l'exploitation des richesses, on ne doit pas le faire pour dominer les autres. Il faudra qu'on en arrive là. Et aussi longtemps qu'on ne sera pas à ce niveau, j'ai peur. Et ce n'est pas la peine pour nous, Africains, de continuer à jeter la pierre sur la France, sur la Russie, sur ceci, cela. Arriver à s'organiser pour faire face au terrorisme. Voilà. La question est toujours posée, est-ce qu'un pays comme le Burkina a vraiment les moyens pour faire face au terrorisme? Parce que depuis quand même 2015 jusqu'à présent, pratiquement 6 années, et Solane vient nous rappeler, l'attaque de Solane vient apparemment rappeler toujours qu'on n'a pas vraiment avancé. Voilà, je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, si on veut lutter tout seul,
dans ce combat-là, on ne va pas le gagner tout seul. Est-ce que le Burkina est le seul pays à vivre cette situation de terrorisme? On n'est pas le seul. Il y a le Niger, il y a le Mali, et vous voyez que plus progressivement, la Côte d'Ivoire, etc., ça risque de s'étendre un peu dans les autres pays. Et donc, c'est une question d'entente collégiale entre ces États pour faire face. Mais si on y va individuellement, justement, mon frère, alors on va casquer. Mais il y a le G5 Sahel qui apparemment, l'opérationnalisation étant annoncée et qui arrive, vous ne pensez pas que cela vraiment puisse être la solution? Peut-être la France qui dit qu'elle va se désengager ou ceci, cela va faire prendre conscience à nos chefs d'État de la sous-région pour une meilleure organisation. Une question d'opportunité. Question d'opportunité. Parce que pour vous, le G5 Sahel jusqu'à présent n'avance vraiment pas. Oui, parce qu'on attend tous des financements de l'extérieur. On attend tous les financements. Or, mon frère, si nous mettons un accent particulier sur la bonne gouvernance à l'intérieur de nos pays, de nos États, on pourra dégager suffisamment de ressources pour faire face à tous ces fléaux. Que ce soit le fléau du terrorisme, le fléau de la santé et tous les autres fléaux. Mais malheureusement, quand tu regardes la question de gestion de nos ressources, alors il y a de quoi désespérer. Or, nous ne sommes pas si pauvres que ça. Hein. Nos pays ne sont pas si pauvres que ça. Au contraire, on est riche. Malheureusement, vraiment. Alors, la mauvaise gestion nous caractérise. Et c'est pour ça qu'on est de plus en plus pauvres. Et nous n'arrivons pas justement à faire face à ces fléaux. Et nous comptons sur les autres pour qu'ils viennent faire. Or, comme on le dit, les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Ils n'ont que des intérêts. La lutte contre le terrorisme, il y a aussi ceux-là qui préconisent, pourquoi pas, la voie de la négociation avec ces groupes-là qui sont connus, tels que le groupe de Agali, le GSIM. Donc, est-ce que vous êtes de cet avis-là? Bon, moi je ne connais pas particulièrement ces groupes et ceux qui y revendiquent. C'est quoi? Parce qu'il faut savoir, pour négocier avec quelqu'un, il faut savoir, voilà. Alors, moi, je veux bien savoir quels sont ces groupes, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Peut-être il faut entrer en négociation, il faut peut-être prendre contact avec eux pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Maintenant, c'est sur quoi on va négocier. Moi, je ne sais pas ce qu'ils veulent exactement. Est-ce qu'ils veulent imposer, en quelque sorte, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas, je veux bien savoir, parce que je ne peux pas me prononcer pour dire oui à la négociation, non à la négociation, sans connaître ce que le partenaire veut. Parce que la négociation, ça commence par là. Quels sont ses problèmes, quelle est sa vision, voilà. Donc pour vous, il y a lieu de planter déjà le décor pour savoir ce que l'autre veut et savoir par la suite il y a lieu vraiment de continuer cette négociation. C'est un minimum. Alors aujourd'hui, vous, le parent, vous avez rejoint la bague de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle avec bien sûr Roch Kaboré que vous avez soutenu pour la présidentielle, qui promettait bien sûr un meilleur vivre aux populations. L'insécurité pourtant continue. Est-ce qu'avec cet aspect, vous regrettez d'avoir rejoint cette bague? Non. Je pense que dans la vie politique, les partis politiques, je déplore, pour te dire la vérité, je déplore le grand nombre de partis politiques qui existent au Burkina. Moi, quand je voulais m'engager dans le parent, vraiment, bon, même lorsque certains ont appris que j'étais membre du bureau exécutif, mais Bado, pourquoi tu n'as pas créé ton parti politique? Et pourquoi faire? Pourquoi faire? Alors, les gens, c'est comme dans un autre pays que je connais bien, les gens passent tout leur temps à créer des partis politiques plutôt que des entreprises.
Parce que souvent, les gens, effectivement, voilà. Et on crée son parti, bon, on est chef de parti, bon, facilement on peut s'allier à ceci, grande majorité, bon, voilà. Certainement, on aura des postes de ceci, cela. Mais il faudra dire que aussi longtemps que nous allons continuer sur cette voie-là, passer tout son temps à créer des partis politiques, etc. Et même quand on n'a pas, il faut aller s'allier à d'autres personnes, etc. Le Burkina, les autres pays africains, le continent tout entier n'évoluera jamais. Parce qu'ailleurs, il faut savoir que ce sont les entreprises qui font le développement. Or, le développement, mais s'il y a le terrorisme à l'heure actuelle un peu partout, qui est-ce qu'on exploite? Ce sont les personnes les plus pauvres, les plus vulnérables. En disant ça, j'accorde également beaucoup d'importance à l'engagement politique et la création des partis politiques. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas créer pour créer quand on peut rejoindre notre parti et puis se faire. Il y en a qui créent des partis pour aller adhérer. Non. Mais si vous avez créé à l'époque votre parti, aujourd'hui avec ce qui se passe, seriez-vous toujours de la majorité? Ce qui se passe dans l'évolution, parce qu'il faut reconnaître que le parent a plus de 20 ans d'existence. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'expérience, des leçons à tirer. Et à un certain moment, c'est retrouvé qu'il faut peut-être, pour les pays qui ont une certaine consistance, s'allier pour défendre un idéal, pour défendre un programme, pour travailler ensemble. Ce n'est pas du tout exclu, c'est même souhaitable. Et si même peut-être à travers les différentes alliances, on pouvait progressivement aller jusqu'à la fusion d'un certain nombre de partis pour en former quelques grands groupes de partis politiques. Ce serait beaucoup. Regardez toutes les dépenses qu'on fait lorsqu'il y a des élections. Non seulement l'État va dégager de l'argent, mais aussi, ce budget étant insuffisant, il faut qu'il aille à l'extérieur demander de l'argent pour pouvoir organiser des élections. C'est un peu partout comme ça. Hein? Moi, en Centrafrique, je suis là-bas. Les dernières élections, peut-être l'État centrafricain n'a pas pu dégager plus d'un tiers du budget pour les élections. Et c'est les partenaires extérieurs qui ont financé le reste. Comment voulez-vous que les choses marchent, mon frère? Donc, l'État gagnerait à ce qu'il y ait moins de partis politiques. C'est mon point de vue. L'État gagnerait et notre développement gagnerait à ce que les gens, au lieu de passer tout le temps à créer des partis politiques, là, qu'ils s'ingénient à créer des entreprises de développement. Parce que dans certains pays qui sont très, très développés, vous allez voir que les partis politiques, là, voilà, c'est négligeable. L'État gagnerait ce qui est moins de partis politiques. Le parent gagnerait-il également à continuer dans cette vague de la majorité présidentielle, le parent qui veut bien sûr le bien-être de la population, bien-être qui passe notamment par la sécurité qui, on le disait tantôt, la solution qui peine à venir avec ce qui se passe au nord. Je suis très très content de cette question parce qu'effectivement je souhaite que le parent ayant une idéologie, une vision originale, tout en étant avec la majorité, ne soit pas là à suivre comme un mouton. Voilà. C'est-à-dire que le parent garde son autonomie tout en accordant son appui, en quelque sorte, aux initiatives qui sont salvatrices, aux décisions qui vont dans le sens de l'intérêt du pays. Par contre, toute décision qui va à l'encontre de l'intérêt national, que le parent soit toujours libre, comme on l'a toujours connu, en tout cas à élever sa voix pour dire non à ceci, non à cela. C'est ça qui est important. Mais après avoir goûté à ce que d'aucuns appellent la soupe, le partage du gâteau, pensez-vous que cela soit toujours possible? C'est quel gâteau? Parce qu'on a participé à la majorité, on a été au gouvernement, ceci, cela. Alors, est-ce que c'est largement suffisant
pour se taire sur les véritables problèmes d'un pays. Non, si le parent a adhéré, c'est pour soutenir un programme. Voyez-vous, et non, ce n'est pas pour se servir, pour remplir sa bouche et pour se taire, pour fermer ses oreilles et pour fermer ses yeux également, pour ne rien voir. Ça ne va pas vous empêcher de pouvoir décrire, ça ne va pas. Non, je pense qu'effectivement, il faut être toujours responsable et le parent l'a toujours été. Et nous le souhaitons et c'est ce que nous voulons parce que lorsque on s'associe, on se met en commun, c'est l'intérêt général du pays qu'on cherche, le développement du pays qu'on cherche. Par contre, toute initiative, toute décision qui va à l'encontre de cet intérêt général, il faut que le parent soit toujours au devant des choses pour dénoncer, pour dire non. Parce que le parent a existé sans cette alliance et le parent peut toujours continuer même à se désolidariser et à faire chemin à part. Alors je le disais d'entrée de jeu, vous-même l'avez dit d'ailleurs, vous êtes également au niveau de l'Union africaine consultant chargé des questions des droits de l'homme, de paix et de sécurité. Alors il faut noter que les armées burkinabè et également du côté du Mali ont été maintes fois indexées, interpellées comme ayant commis des exactions vis-à-vis donc des droits de l'homme. Vous qui êtes donc à la tête en tant que consultant justement en charge des questions des droits de l'homme, est-ce qu'on peut vraiment faire des omelettes sans casser les yeux? Parce que la lutte contre le terrorisme aussi, il faut que c'est une lutte en guillemets à l'aveuglette. Oui, c'est vrai ce que vous dites, hein. Parce que on le dit assez souvent, nous sommes des grands défenseurs des droits de l'homme, de la dignité de la personne humaine, mais nous savons également qu'il y a des situations dans lesquelles où il est difficile, dans une situation de crise, de conflit, de guerre, que les droits de l'homme fassent bon ménage avec vraiment ces luttes armées, ces luttes contre le terrorisme. C'est difficile. Il faut être réaliste, voyez-vous. Alors, si bien que, dans de telles situations, disons, les recommandations qui sont généralement formulées par les organisations des droits de l'homme, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins possible de victimes innocentes. Voyez-vous. Voilà. C'est pour cette raison également que toutes les forces qui sont engagées, que ce soit dans les missions de maintien de la paix ou même les forces armées nationales qui se préparent souvent à aller, ils sont formés en matière de droits de l'homme, voyez-vous, de manière à ce que ce qu'on peut éviter, qu'on l'évite. Il ne faut pas, en tout cas, profiter de situations pour régler des comptes à des personnes qui n'ont rien à voir, à des personnes innocentes. Sinon, c'est extrêmement difficile, voyez-vous. Alors, et quand vous entendez les organisations internationales faire des critiques acerbes pour accuser tel ou tel pays, alors c'est juste pour attirer l'attention. Parce que s'ils se taisent également, alors ça peut créer des situations on ne peut plus dramatiques. Il faut toujours rappeler, interpeller pour dire aux gens, faites attention, parce qu'on sait que vous-même vous êtes exposé. Si un terroriste vous rencontre, il ne va pas venir dialoguer avec vous. Vous, c'est vrai. Alors, on est dans une situation de guerre, et donc, mais il est important que chaque combattant, chaque personne engagée dans cette lutte-là, sache qu'il y a des choses qui ne sont pas autorisées. Tant qu'on peut limiter les dégâts, il faut le faire. Il faut le faire. Alors, voilà. Parlant des droits de l'homme, il y a la création de forces spéciales annoncée par le président du Faso, de ce qui est donné à voir sur le décret qui circule notamment sur les réseaux sociaux également. Il apparaît clairement que ces derniers ne pourraient pas être suivis. Les membres de cette force spéciale ne pourraient pas être poursuivis. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de craindre également, vous qui défendez les droits de l'homme? Bien entendu. Bien entendu, quand on donne tout un boulevard, en tout cas à des forces de l'ordre de mener des opérations, alors il faut plus ou moins s'attendre à ce qu'il y ait en tout cas
des exactions, des erreurs, ou bien en tout cas, voilà. Mais on comprend aussi le contexte dans lequel ces décisions sont prises, voyez-vous. Alors, c'est pour ça que les défenseurs des droits de l'homme ne sont pas toujours bien vus dans des situations de crise. Voyez-vous, après ce qui s'est passé à Sola, après ce qui s'est passé, alors, lorsqu'on voit quelqu'un des droits de l'homme venir, en quelque sorte, suite peut-être à une opération de représailles ou de tentative, voilà, on voit, voilà, il faut tenir compte. Je pense que c'est un discours qui sera difficilement accepté par la population elle-même. Est-ce que vous voyez? Alors, c'est pour cette raison que si on peut saluer la création de ces forces, tout en disant également il faut nécessairement craindre qu'il y ait des abus. C'est ça. Mais comme vous le dites, osons espérer que la formation qu'ils vont recevoir et les instructions qu'on va leur donner, ils sauront en quelque sorte faire la part des choses. Sinon, vous comme moi, alors à partir du moment où c'est fait, quelle action pouvons-nous mener? Sinon, interpeller toujours lorsque nous sommes témoins de situations en quelque sorte commises dans des... Voilà. S'il y a des exécutions extrajudiciaires dont nous sommes témoins et qui véritablement n'étaient pas nécessaires, il est important qu'on le soulève, de manière à ce que celui dont relève la responsabilité de ces forces puisse les interpeller. Parce que c'est cette personne seule, le président, le chef de l'État, puisque ces forces-là, me semble-t-il, relèvent du chef de l'État. Et il est important que lorsqu'il y a des exactions, que les mouvements des droits de l'homme continuent à les dénoncer, de manière à ce que le premier responsable, leur responsable, qui est le chef de l'État, puisse les interpeller. On vous a donné cette mission, mais attention. Votre objectif, c'est celui-là. Il faut faire attention aux populations civiles. Alors, vous avez tantôt parlé de ce qui est advenu à Solhan, ce massacre notamment de la population civile par des hommes armés. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'attendaient à des sanctions fortes, vu que certains témoins affirment avoir averti les forces de défense qui étaient basées à Seba, à une quinzaine de kilomètres. Vous, est-ce que vous avez été dessus par la suite? Dessus, non. Mais par contre, si il s'avère qu'il y a effectivement des responsabilités, des fautes qui ont été commises, il faut sanctionner. Alors, vous savez, nous vivons beaucoup de crises, beaucoup de situations du fait de l'impunité. Voilà. Étant donné que, parce que moi je ne peux pas dire de sanctionner alors que je n'ai aucune preuve matérielle. J'entends dire, j'entends, etc., etc. Il appartient au premier responsable de faire le point, situer les responsabilités. Et s'il y a des sanctions à prendre, il faut les prendre. Parce que vous savez, personnellement, j'estime que la gestion d'un État, la gestion d'un pays tel que le nôtre, est plus ou moins facile, tout simplement parce que lorsqu'on dit qu'on est dans un état de droit, j'estime qu'il s'agit tout simplement d'appliquer le droit, de sanctionner ce qu'il faut sanctionner, d'encourager, de récompenser ce qu'il faut récompenser. Et d'ailleurs, la loi prévoit toujours des dérogations, des exceptions. Mais la plupart du temps, on assiste à un affaiblissement de l'autorité de l'État. Personne ne sanctionne. On est au courant que ceci a été fait, mais on ne prend pas les mesures qui s'imposent pour éviter que c'est ainsi que naissent les impunités. Et cela crée des situations difficiles à gérer. Donc, pour ma part, c'est très simple. Nous avons déploré tout ce qui s'est passé à Solan. Mais s'il y a des responsabilités,
s'il y a des gens qui ont été informés et qui n'ont pas pris les mesures appropriées pour éviter cela, il faut que la sanction tombe. Il faut que les sanctions tombent. Elles sont prises par le temps. Nous allons nous pencher sur la situation en Côte d'Ivoire avec le retour de Laurent Gbagbo, l'ancien président donc, qui a passé près d'une dizaine d'années au niveau de la CPI avant d'être acquitté. À son retour, on a vu notamment que le pavillon présidentiel avait été accordé par le président Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo, finalement, qui va passer par le pavillon en présidentiel. Quelle lecture vous faites? Est-ce qu'il n'y a pas à craindre pour ce pays? Bien. Personnellement, je me réjouis du retour de Laurent Gbagbo après avoir été jugé à la CPI. Voilà. Il a été jugé, il a été fait près d'une dizaine d'années hors de son pays et il a été déclaré, il a été blanchi et il est revenu dans son pays. Voilà quelqu'un, chef d'État, qui a assumé toutes ses responsabilités jusqu'au bout. Il est revenu triomphalement et en tout cas, je salue l'accueil qui lui a été réservé. Voilà. Maintenant, est-ce que tous les acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, y compris lui-même Laurent Gbagbo, pourront fumer le calumet de la paix, pourront emprunter la voie du dialogue politique pour essayer plus ou moins d'amener en tout cas la cohésion sociale en Côte d'Ivoire? C'est tout notre espoir, c'est tout ce que nous espérons et l'Afrique en a besoin. Et l'Afrique en a besoin. Le Burkina Faso aussi parle de réconciliation nationale, un peu dans cette même lancée, avec l'ex-président Blaise Compaoré qui, lui, est exilé du côté de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous voyez aussi son retour, vu que le président également du Burkina actuel, Roch Kaboré, a annoncé son retour en grande pompe pendant la campagne présidentielle? Oui, c'est vrai qu'on parle également de réconciliation nationale au Burkina Faso, du retour éventuel de Blaise Compaoré. Moi, je me suis dit, nous avons vécu tous ces événements. Hein. Moi, j'ai toujours dit que Blaise Compaoré aurait pu rester. Hein. Lui, comme bien d'autres membres de son gouvernement qui se sont exilés, ils auraient pu rester. À partir du moment où il y a eu, en tout cas, le soulèvement populaire qui a dit non, en tout cas, il rend sa démission, voilà. Et puis il reste, il se met à la disposition du peuple, de sa justice nationale. Il reste dans son pays. Pour ma part, hein, personne ne l'a chassé. Mais est-ce qu'il n'y a pas peur d'une justice des vainqueurs si justice y a lieu? Non, il n'a qu'à rester, il va. Je pense que quand même, le Burkina Faso et les Burkinabés tels que je les connais ne sont pas aussi cruels que ça. Ils ne sont pas aussi cruels que ça. Blaise Compaoré, il a fait combien d'années au pouvoir? Il a fait beaucoup de choses extraordinaires que nous ne pouvons pas oublier. Non, mais aussi, voilà, c'est humain. Et c'est pour cette raison que moi je pense qu'il aurait dû rester dans son pays au lieu de s'exiler. Moi, c'est ce que profondément. Il est parti. Et comment est-ce que vous voyez donc son retour vu qu'il est parti? Il est le bienvenu. Il est le bienvenu. Alors, comme quelqu'un le disait, si la justice a quelque chose à lui reprocher, non, il va passer devant la justice, il va se blanchir. Et s'il doit le condamner, on le condamne. Et c'est ça la responsabilité, mon cher ami. Quand on est responsable d'un État, pendant combien d'années, jusqu'à ce stade, quand on a géré un pays, il faut à un certain moment avoir le courage de dire, tac, c'est mon pays, je l'aime, j'y reste. Et voilà. Alors merci à vous, nous sommes au thème de cette émission. Merci. Je vous remercie également. Je rappelle aux fidèles auditeurs, auditrices, parce que là, cette émission est également sur les ondes de la radio Omega, 103.9 et également 104.7 Bobo-Dioulasso, tout comme
Omega Média, Omega Télé. Donc, merci une fois de plus. Je rappelle notre invité François de Salbado. Il est le premier vice-président du Parent. Merci également à l'équipe technique.